Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints malgré la situation particulière que nous vivons pour ce salon ProDurable. Tout a été fait et tout sera fait pour assurer la sécurité et sérénité aux 250 partenaires, 450 intervenants et 5000 visiteurs déjà mobilisés. Nous allons avoir un débat ce matin ensemble. Il est impossible de faire circuler des micros dans la salle. Et donc, je vous invite à vous rendre, si vous voulez poser des questions. Navi, si vous voulez venir ici. Je vous invite à aller sur le site produrable.com, dans l'espace programme, édition 2020, session. Alors, donc, programme, édition 2020, session. Et vous cliquez sur le lien interaction conférence, ce qui vous permettra de poser des questions. Et donc, les questions m'arriveront sur un petit iPad et donc ça me permet de poser directement les questions aux intervenants. Le but est évidemment d'avoir le plus possible de débats entre nous parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà. On va commencer par un petit film. Il y a 3 ans, l'association 20 questions to the world, 20 questions to the world, et les éditions Nathan, ce sera plus simple, s'associer pour créer le projet artistique et pédagogique 20 Questions to Children. La mission de ce projet annuel est simple, permettre aux nouvelles générations de se questionner et de donner leur opinion personnelle sur le monde qui les entoure. Aujourd'hui, plus de 2000 enfants ont été impliqués dans le projet à travers une méthode mise au point par le réseau d'enseignants Léa.fr. Et près de 350 écoliers de plus de 10 pays ont été interviewés en vidéo par un jeune couple, Antoine et Audrey. Une grande vidéothèque pédagogique doit naître d'ici peu, portant la parole de ces futurs citoyens du monde sur des sujets aussi variés que l'Europe, l'environnement, l'éducation, leurs rêves et leurs peurs. Pour introduire ce salon, 20 Questions to the World a compilé quelques-unes des réponses collectées lors des 180 interviews qu'ils ont réalisées cette année, juste avant le confinement évidemment, dans 8 pays européens. Les enfants que vous allez voir sont âgés de 8 à 12 ans. Ils ont été interviewés individuellement et n'ont pas pu préparer leurs réponses en amont des interviews. Et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. Vous allez néanmoins constater que leurs consciences européennes, sociales et environnementales sont déjà très développées. On peut lancer le petit film. L'Europe de demain, l'Europe de tes 20 ans, tu la vois comment? Je vois aussi tous les gens s'aimer, partir la main dans un projet, donner des idées, les agrandir, et puis donc voilà, tout le monde sera heureux. I think it's very sort of united. It means unity. Gemeinschaft, mein Zuhause. Ja, das ist meine Heimat. Well, I sort of like being part of Europe because I feel like I know people. It feels like everyone's in a community. Continent qui est fait pour la paix et éviter les guerres et s'entraider entre pays. Yeah, I think it's a privilege that other countries don't have. We're all big, just one big country. Mostly children should also be able to have a say in things. Frauen kriegen glaube ich, weniger Arbeitsgeld als die Männer, was ich eigentlich ein bisschen dumm finde. Es sind ja quasi gleiche Menschen fast. Warum sollten dann die einen weniger Geld kriegen als die anderen? We're not the same, but we're all humans. Alltså överallt som spelar roll, det spelar ingen roll om man alltså, är en tjej eller kille. Det spelar ingen roll, utan det är fortfarande sakerna liksom. Honestly, we're all humans, so I think we should have the same rights and all have the same opportunities. Es ist halt nicht, wie es bei Erwachsenen ist. Also bei Kindern ist es genau das Gleiche, glaube ich.
Wir selber sind halt der größte Feind der Erde und machen die am meisten kaputt. Ich würde sagen, dass man pro Jahr nur eine bestimmte Anzahl an Kilometern mit dem Auto fahren darf. Anything that could change a life, yes, keep plastic. But stuff for packets of crisps, juice, no. Try to eat more vegetarian. För att vissa köper jättemycket. Man behöver inte 7 bilar. I would stop petrol and change all cars to electric cars. Men jag tror att om alla försöker minska så kommer det att göra ett stort intryck till slut. People should just start working together a bit more to help stop global warming and things like that, and join forces. Att man inte behöver gå och oroa sig för klimatet hela tiden. Det vore skönt. Well, my greatest dream is to save the planet, really. Yeah, and not only in a nature way, but also in a humanitarian way. But sort of make up this amazing idea that will completely make the world peaceful and respecting to nature and one another. Voilà. Je reprends la dernière intervention du petit écolier anglais. En jugé par son accent et son uniforme avec cravate. Mon plus grand rêve serait de sauver la planète, vraiment. Pas seulement la nature, mais l'humain. En réalisant toutes ces idées incroyables qui feront que le monde est en paix et respectueux de la nature et des uns envers les autres. Voilà, quelle meilleure phrase pour lancer ce salon Pro durable. Le discours des enfants nous ramène souvent à l'essentiel et nous met face à nos responsabilités. C'est toute la force de ce projet et la raison pour laquelle cette vidéo introduit le salon Pro durable. 20 Questions to Children débutera une nouvelle édition en novembre prochain et cherche d'ores et déjà des partenaires souhaitant donner la parole aux enfants sur de nouveaux sujets, en particulier des écoles. N'hésitez pas à les rencontrer sur le salon. Nous ouvrons donc la 12e édition de Pro Durable avec un thème particulièrement d'actualité, compte tenu des mois que nous venons de vivre et que nous vivons actuellement. Il me suffit de vous regarder. Je ne vois que la moitié de votre visage. On nous aurait dit ça il y a 1 an, ou même 7 mois, que ce serait le cas, nous ne l'aurions pas cru. Et donc le thème est on ne peut plus d'actualité, le monde d'après, plus jamais comme avant. Point d'interrogation. Véritable électrochoc. La crise sanitaire remet tout en question, nos modes d'organisation sociale et politique, le rôle des États, notre relation au travail, aux autres, à la consommation, à la planète, aux vivants. Nous avons la chance d'avoir avec nous 3 grands témoins que je vous présenterai plus tard. Un 4e devait être avec nous, Pierre Laroutouro, député européen. Mais il m'a appelé ce week-end pour me dire que pour des raisons liées au Covid, il ne pouvait être avec nous ce lundi. Il m'a demandé de vous présenter toutes ses excuses pour cette défection totalement indépendante de sa volonté. Navi Radjou, bonjour. Bonjour. Vous arrivez de New York, mais vous avez compensé. Vous compensez comment ? Avec, vous avez même avec justement le carbon offset, donc avec Air France, donc je l'ai bien fait avant de venir. C'est bien. Surtout que pour le salon Pro durable. Je vous présente rapidement. Vous avez été élevé à Pondichéry, ancien comptoir français à l'est de l'Inde. Mon papa me récitait souvent Pondichéry, Chandernagore, Karikal, Yanaon et Mahé. Waouh. Vous êtes né français d'un père ayant servi dans la marine française. Enfant, vous vous douchiez avec un seau d'eau et vous avez commencé à lire le journal en donnant quelques centimes aux kiosquiers qui pratiquaient la location du journal. Ce qui est... Malheureusement, ça fait vendre moins de journaux pour les journalistes, c'est moins bien. Mais bon, vous avez ensuite fait des études en France, notamment à Centrale, puis à Yale, l'université de Yale aux États-Unis, sans pouvoir les achever pour des raisons financières. Vous avez popularisé dès 2013 ou 2013 le concept d'innovation Jugad. Je ne sais pas comment ça se prononce. Jugad, voilà. Jugad, un terme qui signifie débrouillardise ou système D en hindi, qui est pourtant pas la langue de votre région de Pondichéry.
Mais vous me disiez tout à l'heure que c'est un terme qui est très connu en Inde, donc tout le monde l'utilise. Vous défendez l'idée d'une société consciente qui vise à faire mieux avec moins, vivre mieux avec moins et être mieux avec moins. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravi de faire le kick-off du Salon Plan Durable. Alors c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, on est tous conscients du fait que le modèle de croissance linéaire qui est le fondement de notre société capitaliste et qui est mesuré par le PIB est défaillant. Ce modèle défaillant, voire délétère, pourquoi on l'appelle défaillant, délétère? Parce qu'effectivement, c'est un modèle qui exclut les gens, donc contribuant aux inégalités sociales, et aussi aggrave l'environnement en exploitant massivement les ressources naturelles. Bien sûr, cette année, ce modèle de croissance linéaire s'est écrasé, a été anéanti, je dirais, par la Covid-19, avec le FMI qui prévoit un recul du PIB mondial à peu près de 5%. Alors effectivement, il y a un début d'espoir que peut-être, avec la reprise en 2021, il va y avoir l'émergence d'un nouveau modèle économique qui serait inclusif et durable. Malheureusement, comme on l'a vu avec la dernière crise financière, toute réinvention de notre modèle économique s'avère être futile, un peu comme le mythe de Sisyphe. La question, c'est pourquoi est-il si difficile de transitionner irrévocablement d'un modèle économique délétère à un modèle économique, disons, un peu plus vertueux? Parce que, comme Einstein l'avait dit, il est très difficile de résoudre un problème avec le même état d'esprit qu'il a engendré. Je paraphraserai Einstein en disant qu'il est difficile de créer un meilleur modèle avec le même niveau de conscience qui a créé le modèle actuel. Qu'est-ce que je veux dire par niveau de conscience? Selon la philosophie indienne, nous sommes déterminés par nos énergies vitales. Ce sont les énergies vitales qui conditionnent notre perception, notre motivation et notre action. Et ces énergies vitales sont associées avec 7 chakras, des centres d'énergie, qui sont situés tout au long de notre corps subtil. Les 3 premiers chakras régissent nos instincts primitifs, à savoir la survie, les désirs et le pouvoir. Tant que ces énergies dominent votre vie quotidienne, vous allez mener un mode de vie centré sur l'avoir. Et de ce fait, vous allez constamment ressentir un état de manque, une forme de rareté quelque part, et aussi un sentiment d'insécurité. Et vous allez être autocentré parce qu'il n'y a que vos besoins à vous qui vous préoccupent. Un grand changement de conscience a lieu quand vous activez votre chakra du cœur, qui vous donne accès à la compassion, qui est la passion d'alléger la souffrance des autres. Et quand vous évoluez en conscience, vous arrivez à activer votre ingéniosité, qui est l'expression unique et authentique de qui vous êtes. Et en allant un peu plus loin, vous allez accéder à votre intuition, qui peut être très utile dans le monde d'aujourd'hui, car la raison ne peut plus compréhender la réalité complexe d'aujourd'hui. Et finalement, à un état d'avancée, beaucoup plus avancé de conscience, vous allez ressentir un sentiment viscéral d'unité avec le reste de l'humanité et la nature. Bien sûr, quand ces énergies positives sont dominantes dans votre vie, vous allez mener un mode de vie qui est centré sur l'être. Vous allez vous sentir comblé avec un sentiment d'abondance, un sentiment de stabilité, et vous allez être autocentré car vous allez vous mettre au service des autres. Alors il va de soi que la société capitaliste est alimentée, bien sûr, se nourrit de ces énergies instinctives et à son tour exacerbe ces énergies, créant ainsi un cercle vicieux. Donc si on veut vraiment co-créer une société post-capitaliste, il faut qu'effectivement cette société soit alimentée par d'autres énergies qui seraient, disons, un peu plus vertueuses. Alors, le problème, c'est le paradoxe de l'œuf et de la poule. En effet, pour effectuer une transition sociétale sur le plan collectif, on a besoin d'effectuer une transition
énergétique interne en nous-mêmes sur le plan individuel. C'est ce que Gandhi a dit, « Be the change ». Car tout changement commence non seulement par soi-même, mais en soi-même. Le problème avec cette transition énergétique interne est que nous avons tous une grosse serrure située au niveau du cœur, qu'on appelle le Vishnu Granthi en sanskrit, qui nous empêche en fait d'accéder à notre chakra supérieur facilement et donc libérer cette énergie positive. Mais il s'avère que cette année, on a trouvé une grosse clé qui s'appelle la Covid-19, ou plutôt une grosse massue, qui a fait sauter en fait ce verrou et donc a ouvert grandement le chakra du cœur de toute l'humanité et a donc pu libérer l'accès à ces énergies positives comme l'ingéniosité, la compassion et l'intuition. Et de ce fait, je suis très optimiste qu'on doit pouvoir transitionner d'une société capitaliste à une société que j'appelle consciente. Alors, c'est quoi une société consciente? C'est une société consciente, elle est co-construite par des citoyens et des consommateurs engagés avec un état de conscience plus évolué. Et c'est une société qui se fonde sur 3 valeurs humanistes et écologistes, que sont la frugalité, qu'on appelle aussi la sobriété. Alors, ça consiste en 2 choses. C'est à la fois produire mieux avec moins, c'est ce qu'on appelle l'économie frugale, mais aussi vivre mieux avec moins, qu'on appelle la sobriété heureuse. Le deuxième pilier, c'est la solidarité, c'est assez explicite. Par contre, le troisième pilier, étant américain, prosperity, ce n'est pas que la prospérité matérielle, mais au sens large, c'est-à-dire la prospérité intellectuelle, émotionnelle, mentale et spirituelle. Alors, pour faire émerger cette société consciente, j'invite les entreprises à changer radicalement 3 choses. La perception, la motivation et l'action. Ce sont donc 3 vecteurs de changement que je vais élaborer maintenant. Le premier vecteur de changement, c'est la perception. Aujourd'hui, les entreprises souffrent d'une perspective que j'appelle dualiste. Elles considèrent l'entreprise comme étant séparée de la société et de l'environnement, donc qui crée une forme de relation antagoniste quelque part avec l'écosystème social et écologique. Il est temps que les entreprises, en fait, développent une perspective que j'appelle intégrale, qui leur permettra de développer une relation synergique et interdépendante avec l'écosystème social et écologique. Je vais parler d'un PDG qui lui-même a effectué une transition en termes de son perspective et ensuite a pu radicalement changer la perspective non seulement de son entreprise, mais pour tout son secteur. Il s'agit de Ray Anderson, qui est le PDG d'Interface, un fabricant de dalles de moquette. Dans les débuts des années 90, Ray Anderson a dit « Un jour, les patrons comme moi iront en prison pour avoir volé l'avenir de nos enfants. » Parce qu'il venait de se rendre compte que son entreprise, qui fabriquait la moquette, utilise des matériaux qui utilisent intensément le pétrole et donc contribuent directement à la dégradation environnementale. Et cette prise de conscience et ce changement de perspective l'a amené à lancer un programme de développement durable de grande envergure, qui était d'ailleurs un programme pionnier début des années 90, qui s'appelait Mission Zéro, qui visait à réduire à zéro en fait leur empreinte carbone. C'est une mission qui a été accomplie 25 ans plus tard, en 2014, avec grand succès, et aujourd'hui, ils sont une entreprise qui sont carbone neutre. Par contre, dès le départ, Anderson avait une vision. Il ne voulait pas juste être une entreprise durable, il voulait devenir une entreprise régénératrice. Alors, c'est quoi une entreprise régénératrice? Aujourd'hui, la majorité des entreprises aspirent à devenir une entreprise durable en faisant moins de mal à la planète, par exemple en réduisant l'empreinte carbone. Mais une entreprise régénératrice vise consciemment à faire plus de bien pour la société et la planète en créant un impact positif pour la société et la planète. Et il s'avère que, selon un grand sondage effectué l'an dernier, 80% des consommateurs veulent que les entreprises deviennent régénératrices et non pas juste durables, car ils considèrent le terme durabilité comme étant trop passif. Et c'est pour ça qu'Interface s'est engagé dans une grande initiative pour se réinventer comme une entreprise régénératrice en, par exemple, lançant un grand programme qui s'appelle Climate Take Back. Alors, c'est un programme ambitieux
car il vise à inverser la courbe de réchauffement climatique en créant un climat propice à la vie. C'est un programme qui s'appuie sur 4 grands piliers, mais je vais citer un des piliers qui est très intéressant, qui s'appelle « Aimer le carbone ». Ça consiste encore une fois de changer la perspective du carbone comme étant l'ennemi et plutôt le considérer comme une ressource. Par exemple, en créant des produits qui arrivent à stocker le carbone, capter le carbone. C'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, ce mois-ci, ils vont dévoiler ce nouveau produit. Ce sont donc des dalles de moquette qui sont bilan carbone négatif, car ils arrivent à stocker plus de carbone durant le cycle de vie qu'ils en émettent. Interface a aussi conçu en Australie ce qu'ils appellent une usine comme forêt qui offre 22 services écosystémiques à valeur ajoutée à la communauté locale, comme par exemple de l'eau potable comme dérivé de leur processus de fabrication ou de l'énergie propre, mimiquant ainsi le comportement de la nature qui, on sait, est très généreuse vis-à-vis de son écosystème. Donc ça, c'est le premier vecteur de changement qui est vraiment changer votre perception et particulièrement votre perspective. Le deuxième vecteur de changement se porte sur la motivation. Aujourd'hui, les entreprises cherchent à maximiser l'intérêt individuel et il est clair qu'avec tout ce qui se passe dans le monde actuel, il faut qu'il y ait un changement dans ce domaine-là et que les entreprises apprennent à maximiser l'intérêt général ou ce qu'on appelle l'intérêt collectif. Et un exemple que j'adore citer, c'est l'exemple Danone qui s'est engagé pleinement pour ce qu'ils appellent l'agriculture régénératrice, qui est un ensemble de bonnes pratiques agricoles qui visent à enrichir le sol, préserver la biodiversité et améliorer le bien-être animal. Ce sont des pratiques qui aident les agriculteurs à réduire le coût de production et augmenter le rendement et surtout le revenu. Ce sont aussi des pratiques qui sont vertueuses pour le climat, en par exemple séquestrant le carbone dans le sol. Bien sûr, des terres saines produisent des aliments qui sont plus nutritifs, donc aussi bénéfiques pour les consommateurs finaux. Et j'aime beaucoup cette stratégie holistique ou intégrale de Danone parce que je considère ça comme un exemple de ce que j'appelle la triple régénération, car c'est une approche qui vise simultanément à revitaliser les individus, les lieux, comme les lieux agricoles, et la planète de façon synergique. Donc ça, c'est le deuxième vecteur de changement qui se porte sur la motivation. Le troisième, dernier vecteur de changement se porte sur l'action, et particulièrement comment les entreprises interagissent avec l'écosystème. Aujourd'hui, les entreprises ont une relation, disons, très compétitive avec les parties prenantes. Et malheureusement, on sait que l'avenir appartient à la coopération et la nature. On dit toujours que la nature est compétitive, mais ce n'est pas vrai. Vous avez lu probablement beaucoup de livres qui montrent qu'effectivement la nature se différencie avec des relations plutôt coopératives. Dans le monde des entreprises, on appelle ça la co-création. C'est une approche qui se développe de plus en plus. Alors aujourd'hui, beaucoup d'entreprises appliquent la co-création, on appelle ça aussi l'innovation ouverte, pour engager le partenaire pour co-créer des produits et des services. Ça, c'est très sympa. Par contre, je vais donner un exemple bluffant d'une entreprise qui a engagé 1 million d'acteurs internes et externes pour créer le monde de demain. Ils sont en train de le faire actuellement. Il s'agit de Decathlon, qui emploie 94 000 employés dans 1700 magasins dans 57 pays. Leur fondateur, Michel Leclerc, cite souvent Sénèque pour dire qu'il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc pour être prospère sur le long terme, une entreprise a besoin d'une vision. Simplement, cette vision ne peut pas être statique. Elle doit être continuellement mise à jour pour refléter les changements dans le contexte socio-économique. Étant une entreprise libérée, Decathlon engage régulièrement ses collaborateurs pour redéfinir sa vision, comme il l'a fait en 2016, en engageant presque 40 000 employés pour co-créer leur vision 2026. Bien sûr, dès qu'ils ont commencé à implémenter cette vision en 2026, le monde a commencé à changer radicalement et ils ont été confrontés à la double urgence sociale et écologique. De ce fait, l'an dernier, ils ont décidé de faire un update de cette vision en lançant le projet Vision 2030. L'idée, cette fois-ci, comme j'expliquais, c'était d'engager 1 million d'acteurs internes et externes pour codéfinir la vision d'un monde meilleur en 2030 et identifier le levier
que Decathlon et ses partenaires peuvent activer pour co-construire ce monde meilleur. Alors, dans les semaines à venir, vous allez apprendre davantage sur les détails de cette vision. Alors, ce qui m'épate, ce n'est pas l'ambition de cette vision, mais la rapidité d'exécution de cette vision. En effet, le processus de co-création de vision a commencé à peu près troisième trimestre l'an dernier. Et l'idée, c'était de compléter cet exercice en été 2020, en ce moment même, et dévoiler dans la foulée la vision 2030. Malheureusement, comme vous le savez, Covid a frappé début de l'année, a commencé en Chine, donc ils étaient conscients qu'est-ce qui arrivait. Alors, au lieu d'abandonner leur vision, l'exercice de création de vision, ils ont osé faire quelque chose d'extraordinaire. Ils ont eu l'audacité de renommer leur vision 2030 en vision 2021. Pourquoi? Comme ils expliquent, parce que la Covid a accéléré le changement. Il faut donc que Decathlon implémente cette vision sans délai dans toutes les villes dans lesquelles ils sont présents pour répondre justement à la double urgence sociale et écologique. Le cabinet de conseil PwC vient de publier un livre qui s'appelle « 10 heures avant minuit » pour indiquer qu'il ne reste que 10 ans pour répondre aux grands défis de ce siècle. Mais comme Decathlon l'a fait, je vous invite à créer un sentiment d'urgence dans l'entreprise et expliquer à vos collaborateurs qu'il reste peut-être que quelques mois pour trouver des solutions viables aux grands défis auxquels est confrontée l'humanité. Donc, pour résumer, je crois sincèrement que 2020 marque le début d'une nouvelle ère, car toute l'humanité a entamé sa transition énergétique interne, et de ce fait, on est prêt pour co-construire ce que j'appelle la société consciente, qui se fonde sur la frugalité ou la sobriété, la solidarité et la prospérité, 3 thèmes et 3 valeurs que vous allez découvrir tout au long de cette conférence. Mais pour accélérer cette émergence de la société consciente, j'invite les entreprises à changer radicalement leur perception, leur motivation et leur action. On me traite d'optimiste dangereux, et je suis un optimiste dangereux, car ce que j'ai constaté, c'est que ma génération X, je viens d'avoir 50 ans, on a entamé déjà cette transition vers une société consciente en essayant de réduire notre empreinte carbone, qui est notre footprint. Mais la génération Y va aller plus loin et chercher à élargir leur handprint, créant un impact positif sur la planète et la société. La génération Z va aller encore plus loin et activer le chakra du cœur et chercher à élargir leur hardprint, l'empreinte de cœur. Et finalement, la génération alpha, qui est née au XXIe siècle, la première génération post-digitale, la première génération, à mon avis, consciente, va chercher à élargir l'empreinte de l'âme, leur soulprint. Je vous invite donc de s'inspirer de ces jeunes pour minimiser notre soulprint et maximiser notre soulprint. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Navi. Vous habitez aux États-Unis, donc, et j'ai lu que quand vous venez en France, 3 à 4 fois par an, vous rencontrez des patrons en tête-à-tête. Et on cite, j'ai lu le nom de Jean-Louis Chaussade, qui est l'ancien patron de Suez. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait avec Bertrand Camus, qui est le nouveau patron de Suez. Non. La question est de savoir si vous aviez déjà rencontré Antoine Frérot. Si, on s'est rencontrés au Forum des entrepreneurs féminins il y a quelques années. Effectivement, on s'est rencontrés, oui. Très bien. J'invite Antoine Frérot et Myriam Mestroni à venir sur scène, si vous voulez vous. D'accord. Je vous rappelle pour poser les questions, si vous voulez vous mettre là et là, respectivement, c'est peut-être le plus simple. Donc je vous rappelle, pour poser des questions, c'est vous allez sur produrable.com, programme, édition. Mettez-vous peut-être là si vous voulez. Ça vous gêne ou... Ça sera peut-être plus simple. Ouais, il faut s'adapter. Donc, est-ce que vous savez, il faudrait le problème, c'est qu'on n'a pas assez de micros. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un micro en plus, s'il vous plaît? C'est bon, on a 3. Non, mais justement, de manière... Ah non, pardon, excuse-moi. Bon, Myriam peut prendre celui-là. Donc, je vous rappelle le produrable.com, programme, édition 2020, session, donc c'est la session, cette conférence-ci,
et cliquez sur le lien Interaction conférence. Manifestement, il y a déjà 3 personnes qui ont réussi à trouver comment ça marchait, puisque j'ai déjà 3 questions. Donc, excusez-moi, je me perds dans mes papiers. Honneur aux femmes. Myriam Mestroni, vous venez des Pyrénées, en Catalogne. On va l'entendre à votre accent. Vous avez d'ailleurs habité des 2 côtés de la frontière, en France, durant votre enfance, si je comprends bien, et à Barcelone ensuite, où vous avez dirigé votre première entreprise à 24 ans. Vous avez développé très tôt une passion pour l'énergie. Est-ce juste de dire que dans un premier temps, dans une première vie, pour la dépenser, l'énergie, et ensuite une deuxième pour l'économiser, même si vous n'économisez pas votre propre énergie. Dès 2004, vous étiez directrice de Prima Gaz, et vous avez été l'une des premières à dire « on va aider nos clients à consommer moins ». Vous avez fait passer l'entreprise d'une logique produit à une logique client, donc répondre aux besoins des clients. Et en 2011, vous êtes reparti de zéro en créant votre start-up Économie d'énergie, qui a pour but d'accompagner les travaux de rénovation énergétique. Elle compte désormais 350 salariés de 32 ans, qui ont 32 ans en moyenne. Vous venez d'en céder 80% à la Poste. Vous avez aussi créé la fondation E5T, c'est comme ça qu'on prononce, pour énergie, efficacité énergétique, économie, environnement et territoire. Il s'agit d'un think tank, think et do tank, dans lequel interagissent l'entente des acteurs et des utilisateurs concernés par les problématiques inhérentes à la transition énergétique aux 4 coins de la planète. Mais si vous avez créé le premier MBA dédié à la transition énergétique à l'IPAG, l'école de commerce et de management. Antoine Frérot, vous êtes le président de l'Institut de l'entreprise, un des principaux think tanks patronaux, qui a pour objectif de mieux faire comprendre et valoriser le rôle de l'entreprise au cœur de la société. Mais surtout, vous êtes depuis 11 ans le PDG de Veolia. Et ceux qui vous ne connaissaient pas il y a 10 jours ont fait votre connaissance depuis, car il y a une semaine, précisément dimanche soir dernier, je crois que c'était 20h, quand vous avez annoncé votre intention de racheter Suez, l'ancienne Lyonnaise des Eaux, qui est en gros depuis 150 ans le principal concurrent de l'entreprise que vous dirigez, l'ancienne Générale des Eaux. Une opération déjà envisagée, puis abandonnée en 2012 ou 2014. Enfin, c'est ce que dit la presse. Un peu comme si Peugeot, pour les gens qui ne connaissent pas bien, un peu comme si Peugeot annonçait son intention d'absorber Renault, ou Orange qui rachèterait SFR. Sauf que vous êtes numéro 1 et numéro 2 mondiaux dans vos métiers. Alors, manifestement, vous avez la bienveillance, ou je ne vais pas dire l'appui parce que le terme est sans doute un peu fort, mais disons que le Premier ministre voit l'opération d'un œil bienveillant, vous présentez votre offre comme amicale, mais elle ne semble pas perçue comme telle par votre concurrent Bertrand Camus, dont je parlais tout à l'heure, qui parle, alors il y a une interview dans le Figaro ce matin, qui parle d'un raid hostile, d'une opération aberrante pour Suez et funeste pour la France, une tentative de déstabilisation majeure d'une entreprise phare de notre pays, une opération financière opportuniste avec une démarche baroque. Ambiance. La question de notre débat est donc particulièrement bien formulée vous concernant. Le monde d'après, plus jamais comme avant. Cette opération, c'est du monde d'après ou c'est du monde d'avant ? Vous qui êtes un des promoteurs d'un nouveau capitalisme des parties prenantes, c'est-à-dire qui tient autant compte des intérêts des salariés, des fournisseurs, des clients et de la société en général que celui des actionnaires, pouvez-vous faire cette opération contre l'avis des salariés de Suez ? Bonjour à toutes et à tous. C'est donc à moi que s'adresse votre première question. Oui. Vous êtes au cœur de l'actualité. Tout d'abord, j'aimerais revenir 2 minutes sur ce que David vient de nous présenter, si vous permettez, Merci. avant de répondre à votre question. Mais j'y répondrai. Ce parallèle, cette analogie entre l'évolution d'un être humain personnel et l'évolution d'une société ou d'une vie collective, un très brillant parallèle, permettez-moi de vous le dire. Et je pense qu'on peut le ressentir comme très convaincant.
on ressent aussi la difficulté d'y parvenir, parce que pour une personne, faire ce chemin de son identité vers le fait d'être au monde en plénitude avec lui et en fusion avec lui, c'est toute une vie de travail et de sagesse. Et c'est sans doute un travail de nombreuses générations si on veut l'accroître au niveau collectif. Alors, dans ce cadre-là, maintenant, je vais venir à votre question. Veolia, il y a 6 mois, a défini une orientation stratégique et a décidé d'orienter son action vers les activités dans lesquelles l'entreprise pouvait avoir le plus d'impact. Maximiser l'impact vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes, vis-à-vis de ses clients, collectivités publiques ou industrielles, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de la société en général. Et a défini pour ce faire un programme de travail de 4 ans. À l'époque, il n'était pas question d'acheter Suez, parce que Suez n'était pas en vente. À la fin du mois de juillet, son actionnaire principal a mis Suez en vente, au moins 32%, mais 32% c'est tellement important que ça veut dire que l'entreprise a changé d'actionnaire. Et effectivement, l'idée nous est venue que, puisque l'entreprise était à vendre, puisqu'elle allait être vendue à quelqu'un, eh bien, autant que ça soit avec nous, en rapprochement, pour accélérer notre programme d'impact. Parce que, tout d'abord, ces deux entreprises se connaissent de très bien. Bien évidemment, elles sont rivales depuis très longtemps, mais elles ont aussi beaucoup de cultures communes, notamment de culture professionnelle. La manière d'exercer leur métier est très proche. Je crois qu'on peut dire qu'elles ont inventé une partie de ces métiers d'eau et de propreté depuis 100 ans. Elles ont donc une culture professionnelle proche. Elles ressentent les choses de la même manière. Elles sont françaises toutes les deux. Et au moment où l'urgence écologique n'a jamais été aussi forte, au moment où, conjoncturellement, les plans de relance suite à l'épidémie vont mettre largement l'accent partout dans le monde sur l'écologie et sur l'accélération des investissements, des activités permettant la transition écologique, c'était le moment d'accélérer et de se rassembler. Voilà quel est l'objet de ce projet. Bon, je ne pense pas que ça soit l'objet non plus du salon Pro Durable de trop gloser dessus. Mais ce n'est pas un projet contre les salariés de Suez, comme vous semblez l'avoir lu. C'est un projet inclusif pour mélanger les deux corps sociaux. Et les témoignages que je reçois aujourd'hui, au-delà du patron, dont on peut comprendre qu'il soit colère, je veux bien l'admettre, c'est qu'ils sont nombreux, les salariés, à trouver que ce projet est séduisant et qu'ils aimeraient bien nous rejoindre pour le jouer avec nous. Et nous verrons dans les semaines ou mois qui viennent si c'est possible. Très bien, merci. Mireille Mestroni, est-ce que vous avez vous aussi le sentiment qu'avec le Covid, comme le disait Navi Radjou tout à l'heure, c'est le moment d'accélérer? Oui, bonjour à tous. Je suis très honorée de me retrouver entre Navi et Antoine, avec qui on partage aussi d'autres activités, notamment sur la promotion des sciences humaines et sociales dans les entreprises. Et je voulais quand même ajouter un mot, compléter le propos de Navi qui était remarquable, qui est l'évolution de ce niveau de conscience. Et pendant la période de confinement, j'ai eu la chance de lire un livre remarquable qui s'appelle « Les émotions de la Terre », qui est d'un philosophe environnementaliste australien. On sait qu'on a démarré cette terrible année 2020, qui est une année tournant par les énormes incendies. Australie avait près d'1,5 milliard d'animaux qui ont perdu la vie, et donc avec ce rapport à la biodiversité. Et je pense qu'à bon nombre d'entre vous, il n'est pas passé inaperçu pour bon nombre d'entre vous le fait qu'on a de nouveaux mots qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire, puisque au fond, le langage est le vecteur de la pensée, et dans ce niveau de conscience dont parle Navi, on a des ressources limitées. Et donc Glenn Albrecht, qui est ce monsieur dont je parle,
nous annonce l'arrivée d'une nouvelle ère qui fera suite à l'Anthropocène, et il parle de symbiocène. Il parle de cette ère où finalement nous, êtres humains, qui avons besoin de la nature et pas l'inverse, puisque la vie humaine finalement sur la Terre est très récente par rapport à nos 4,5 milliards d'existence de la planète. Et donc nous apprendrions à vivre plus en harmonie avec la nature. Et il parle de solastalgie. La solastalgie, c'est ce sentiment, cette espèce d'éco-anxiété, ce sentiment qui nous vient quand on se retrouve face à tous les drames, toutes les catastrophes climatiques qu'aujourd'hui on observe partout dans le monde. Donc, pour revenir à votre question, et je crois qu'il est important de faire ces tournants par la philosophie ou par la spiritualité, à laquelle nous a invité Navi et par laquelle a démarré Antoine, nous invite probablement à répondre positivement à votre question avec le début d'une ère, puisqu'évidemment la vision précède toujours l'action. Néanmoins, vous l'avez aussi dit, je viens du pétrole, j'ai démarré ma carrière dans le pétrole, on fait toujours ce qu'on peut de mieux au moment où on fait les choses. Et à l'époque, c'est les éléments que nous avions. J'avoue que jamais je n'aurais cru, et je crois que c'est partagé, que les choses allaient s'accélérer autant. À l'époque, on intervenait, même avec Jean-Louis Chaussade, on parlait de 2100 pour changer les choses. Donc vous voyez que... Et donc il y a ce constat, ce besoin d'accélération avec malheureusement toute une cohorte d'indicateurs, la concentration de CO2 en ppm dans l'atmosphère, et bon, j'en passe, c'est des meilleurs, qui viennent aujourd'hui corroborer ce besoin de changement. Alors, face à une tâche aussi grande, chacun fait sa part. Et je crois que cette intelligence collective est en action. Déjà, suppose une intelligence émotionnelle, puisqu'on ne peut pas coopérer si on n'a pas cette ouverture de cœur. Et quand on coopère, on s'aperçoit que le fait que chacun fasse sa part donne de l'espoir. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, le dernier rapport de l'AIE nous disait... L'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris, 80% de notre énergie vient encore d'énergies fossiles, qui sont bien sûr, on le sait aujourd'hui, les principales responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'espoir et l'optimisme passent aujourd'hui par une logique de coopération, et probablement le Covid sera un accélérateur, puisque commencer à tirer certaines leçons, et on voit avec le plan de relance européen, enfin le plan de relance français déjà, et avec le pacte vert européen, qu'il y a des pistes, mais qu'on doit vraiment tous être en mouvement, parce que le chantier est immense. Navi, la première réaction était un peu critique, enfin, interrogative sur votre présentation. Je lis: on n'a pas tous la même conception de la prospérité mentale et spirituelle, ça peut devenir totalitaire. 3 petits points. Non, tout ce que je l'ai défini, tout ce que j'ai fait comprendre, c'est que durant la crise, on a quand même vu que les gens, déjà, bon, ils travaillaient moins, donc ils avaient plus de temps à passer avec leur famille, donc ils commençaient à apprécier justement d'autres formes de prospérité. La question maintenant, c'est effectivement, il est fort possible qu'on revienne en fait à l'ancienne définition de la prospérité, qui est à mon avis très unidimensionnelle. Donc l'idée n'est pas d'opposer prospérité matérielle à d'autres formes de prospérité, mais plutôt, donc, si vous regardez le leitmotiv de ma présentation, c'est en fait transcender cette forme de réductionnisme dimensionnel, comme j'appelle, où effectivement on veut avoir une forme de prospérité multidimensionnelle, mais dans la pratique, on se contente d'une forme de prospérité qui est matérielle. Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir en fait cette définition de prospérité et dire finalement, on peut avoir les deux. Après, la question maintenant, c'est on ne peut pas effectivement, comme j'expliquais avec les chakras, c'est que le problème, c'est que dès qu'on poursuit la prospérité matérielle comme finalité en soi, il n'y a pas de limite en fait. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà une exigence vis-à-vis de soi-même, de dire bon, c'est quoi le minimum dont j'ai besoin. Alors moi je me suis défini en disant bon voilà, pour moi c'est payer mon loyer, malheureusement aux États-Unis il faut payer son assurance maladie, donc il faut avoir un minima, mais je ne vise pas au-delà. S'il y a quelque chose qui arrive au-delà, c'est sympa, mais je ne suis pas obsédé par ça. Donc ça me libère en fait mon énergie vitale à faire autre chose
qui me nourrit sur le plan émotionnel, spirituel et intellectuel. Dans l'un des enfants dans le petit film qu'on a vu tout à l'heure disait il faudra qu'on ait un nombre de kilomètres qu'on puisse parcourir par an. Ça vous paraît une bonne idée que chacun qu'on décide que la société décide de limiter les trajets de manière à ce qu'on... Vous savez, l'échange entre les êtres humains, ça fait partie également de l'épanouissement de chacun et de l'accès aussi à la vie spirituelle, auquel Navi, par le mot prospérité élargie, faisait allusion. Donc, réduire les contacts entre les gens et donc leurs déplacements, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Le problème des déplacements, c'est pas parce qu'ils existent, c'est parce qu'ils sont polluants. Et que donc, la première chose, c'est de les rendre non polluants. Les déplacements à pied ou à vélo, je ne vois pas pourquoi on les limiterait. On sait que l'automobile et les moteurs à combustion créent d'énormes problèmes grandissants de qualité de l'air. On sait aussi que les voitures électriques réduisent considérablement cette pollution. Il y a donc des solutions pour améliorer les choses. Et s'il s'agit pour préserver la planète, de s'enfermer chacun chez soi, comme on l'a pu l'avoir pendant quelques semaines pendant le confinement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ce qu'il faut, c'est effectivement garder l'essentiel, être plus sobre, parce qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas véritablement utiles au plaisir de vivre et à la prospérité ou au bonheur, mais ne pas tuer l'essentiel. Et pour y parvenir, la meilleure chose à faire, c'est de mettre au point des solutions pour réduire les impacts environnementaux, pour réduire la pollution, pour trouver des alternatives à l'exploitation des ressources naturelles qui bientôt vont tomber sous le coup de la rareté. Et il y a déjà beaucoup de solutions qui existent. Celles qu'on utilisera, je pense, dans 15 ans, plus de la moitié existe. Il s'agit de les mettre en œuvre de manière massive, et puis il s'agit d'inventer l'autre moitié. Et ceci permet de rendre compatible, me semble-t-il, la préservation de la planète et de notre espèce, avec une activité interrelationnelle entre les êtres humains, une activité économique pour avoir le minimum, en tous les cas, en matière matérielle, car il n'y a pas de vie spirituelle quand on manque des choses matérielles essentielles. La pauvreté, la misère ne permet pas l'épanouissement spirituel. Donc, pour tout cela, il y a des solutions qu'il faut mettre en œuvre. David, vous n'avez pas l'air... excusez-moi. C'est une expérience personnelle. J'ai grandi en Inde et je connais plein de gens très pauvres qui souriaient tout le temps et qui étaient très épanouis, alors que je vois des gens milliardaires qui font la longue gueule. Donc, je ne sais pas. Si pour moi, personnellement, une expérience personnelle, c'est différent. Voilà. Oui, je partage complètement l'avis d'Antoine. Je trouve qu'on continue, et dans le monde d'après, ce n'est plus possible, à penser de façon linéaire. Et on arrive avec des solutions, il faut ça, et puis pour un autre sera autre chose. Or, la construction de ce monde post-carbone répond à une logique holistique. Et on doit aborder un ensemble de sujets en même temps. Et aujourd'hui, pour parler de la transition énergétique, qui est un sujet que je connais peut-être un peu plus, puisque j'ai fait ma transition énergétique en passant du pétrole aux économies d'énergie, eh bien, on parle de 8 sujets. On parle d'abord de renoncer au monde d'avant, c'est-à-dire au pétrole, au charbon, au gaz naturel. On pourra en discuter, donc je ne vais pas faire polémique parce qu'on sait qu'il y a tout un tas de choses à faire avec le biogaz. En France, certainement de réduire notre part dans le nucléaire, puisque je rappelle que la moyenne mondiale de 14% dans notre pays, c'est plus de 70% de notre électricité qui est produite avec le nucléaire. Donc ça, c'est déjà des chantiers en soi. Et ensuite, il faut entreprendre les chantiers du nouveau monde, ou en tout cas les accélérer. Et dans ces chantiers, il y a bien sûr l'efficacité énergétique, donc la rénovation énergétique. Vous avez parlé du plan de relance. En Europe, il y a 100 millions de logements qui consomment en moyenne 7 fois plus qu'un logement qui serait construit neuf. 100 millions. Ça fait 300 millions de travaux minimum en fer. En France, c'est 15 millions de logements. C'est 45 millions de travaux à réaliser, de groupes de travaux à réaliser. C'est entre 500 et 1000 milliards d'investissements à réaliser.
Et c'est le pilier de la transition énergétique, plus ça commence par consommer moins. Les énergies renouvelables, il faut accélérer leur développement. Au niveau mondial, c'est 20% de la production d'énergie ou de sources d'énergie. Il faut bien sûr, sur la mobilité, qui représente un quart des consommations et des émissions aujourd'hui, passer à des sources propres. Et Antoine a parfaitement raison. Aujourd'hui, limiter la mobilité relève peut-être de ces dystopies où on empêcherait les gens de se rencontrer, de voyager. En revanche, mais bien sûr, il faut axer les batteries pour tout ce qui est les voitures électriques pour la mobilité légère. Et on commence à l'entrevoir, probablement l'hydrogène qui préfigure le carburant du futur pour le transport, la mobilité lourde, les trains, les avions, les camions. Et enfin, dernier point, il faut aussi, c'est tout ça en même temps, je ne veux pas faire comme... voilà, c'est la mode en France de faire du en même temps, mais bon, ça fait partie de l'économie de demain. Il faut capter le plus possible de CO2 et il faut faire tout ça. Donc ce sont des multiples chantiers. Et quiconque arrive en disant « il faut faire ça », au détriment de tout le reste, et ça ne va pas. Et du coup, pour moi, la sobriété est bien sûr un des piliers de l'efficacité énergétique. Il y a 5 axes. Il faut évidemment essayer de consommer moins, mais consommer moins, ça ne veut pas dire vivre plus mal. Je crois qu'on vit beaucoup mieux dans des maisons bien isolées qui consomment moins. Donc, quelque part, pourquoi nous dire dans la souffrance et dans la douleur? Par contre, c'est des chantiers accélérés. Économie d'énergie, on l'a démarré de zéro à aujourd'hui. On va comptabiliser en 2020 1 million de travaux de rénovation énergétique. Mais c'est 1 million par an qu'on devrait accompagner. Donc il faudrait multiplier par 10 l'effort. Et c'est également, bien sûr, tout ce qui correspond à smart grid, smart meter, la smart innovation, c'est la rénovation, c'est la production d'électricité solaire. On est très en retard dans notre pays. Et c'est tout ça. Donc c'est là d'où vient la complexité. Je ne crois plus du tout aux apôtres d'une solution qui finalement pourrait nuire à tous. Je veux juste ajouter, parce que je crois que vous allez entendre beaucoup le terme sobriété dans ce salon. C'est vrai que dans le monde occidental, le terme sobriété ou frugalité a une connotation négative. Ça évoque une forme de privation, vous l'avez bien dit, effectivement. C'est pour ça que dans mes livres, j'ai toujours dit c'est une question de faire mieux avec moins ou vivre mieux avec moins. Donc le moins, finalement, c'est pas ça le focus. Si vous vous levez le matin en tant qu'ingénieur scientifique, vous dites je vais faire la sobriété, c'est pas de réduire moins, c'est plutôt comment on augmente la performance. Donc vous avez bien dit, des immeubles qui sont mieux isolés, donc qui apportent plus de performance et de confort. Ça peut être détergent, c'est le cas d'Unilever, le géant de biens de consommation, qui a créé des détergents compacts qui consomment moins d'eau, mais en même temps arrivent à nettoyer mieux. Donc l'accent doit être dans mieux et non pas dans le moins. Bien sûr, l'idée, vous avez très bien dit, c'est qu'effectivement, il faut réconcilier les deux. C'est faire mieux et moins. Et c'est là qu'il y a un problème. Les gens, malheureusement, le cerveau est capable de s'accrocher à un terme. Donc, on dit, voilà, sobriété, c'est moins. Non, au contraire, c'est faire mieux avec moins. Je voulais juste clarifier ça. Antoine ? Oui, et sur ce thème-là, et au-delà de l'énergie, j'aimerais étendre le propos sur sans doute ce qui peut paraître comme le principal défi des 40 prochaines années. Nourrir correctement et intelligemment la planète avec 10 milliards d'habitants, tout en consommant par rapport à aujourd'hui moins d'eau, moins d'énergie et moins de sol. Ce problème de la sobriété ou des privations en matière d'évolution des modes alimentaires est très souvent évoqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir que le tiers de l'énergie consommée dans le monde entier est consommée sur cette chaîne de production agricole et alimentaire avec jusqu'au consommateur final, un tiers. C'est beaucoup plus pour l'eau, comme vous le savez. Il va falloir donc pouvoir nourrir 30% de plus ou 40% de plus de population d'ici 30 ans en réduisant la consommation d'énergie d'aujourd'hui, de l'eau et également des sols, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à déforester. Il faut arrêter ces déforestations et il va falloir aller loger ces nouvelles personnes et donc on va sans doute consommer des terres pour construire des maisons. Le lien entre environnement, agriculture et alimentation va être majeur.
Alors on pourrait dire, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi ne pas arrêter de se déplacer? On pourrait dire, on va plus manger de viande, par exemple, puisque vous le savez, beaucoup de calories. Un tiers des calories fabriquées par l'agriculture aujourd'hui sont utilisées pour nourrir le bétail que nous mangeons, avec très peu d'efficacité calorifique, parce que quand un bœuf mange 100 calories de produits végétaux, nous mangeons 3 calories de bœuf, par exemple. Donc on pourrait dire, on ne mange plus de bétail, on ne mange plus de viande. Bon. Certains le préconisent. Alors, certains n'aiment pas la viande, c'est une autre question, mais ceux qui aimeraient pourraient être attirés par son privé. Il y a sans doute d'autres voies pour nourrir le bétail. Il n'y a plus assez de poissons dans la mer. Il y a d'autres voies pour produire des poissons. Sans effectivement proposer à tout le monde une vie plus étroite et plus restrictive, comme le disait Myriam il y a quelques secondes. Et cette problématique de l'alimentation et de l'agriculture va recouper très largement la problématique énergétique qui est évoquée tout à l'heure. Peut-être j'ajouterais au propos d'Antoine la santé. La santé, aujourd'hui, le Covid est une zoonose, donc ces maladies qui passent des animaux à l'être humain. Et c'est plus de 60% aujourd'hui du cas des maladies. Et on sait que le meilleur bouclier contre ces zoonoses est la biodiversité, qui est aussi en jeu. Donc c'est juste un complément, parce que je partage évidemment ce qui a été dit aujourd'hui. Et peut-être du constat qui est fait, on peut dire que vont s'inspirer des logiques de croissance organique profitables. Je crois que tout ça n'est pas opposé à une croissance régénératrice. Et on a trop souvent opposé croissance capitaliste avec donc les méchantes entreprises qui finalement ne respectent pas l'environnement, et puis ceux qui sont pour la décroissance et qui le respecteraient trop. Et ça, je crois que c'est aussi un fin de souffle. Ce nouveau souffle vers 2030 doit être fait de croissance organique profitable, durable ou régénératrice. Je crois que Navi a raison. Et les entreprises vont finalement, on parle beaucoup de raison d'être, trouver leur raison d'être en jouant ce rôle de régénération. Et je crois que dans l'eau, on a un exemple très important et qui conforte d'ailleurs, je me permets de donner un avis, l'opération qui a été lancée certainement, parce qu'il y a énormément à faire avec l'eau. Nous sommes à 70% constitués d'eau, on oublie ces choses-là. Et moi, j'ai écrit un bouquin en 2008 sur la création de valeur par les intangibles, qui était un modèle de Harvard. Et je crois que plus que jamais, aujourd'hui, et ce n'est pas un vain espoir, on peut créer de la croissance en prenant en compte cette notion d'économie régénératrice et de nouvelle économie qui prend en compte, au fond, quelque chose qu'on doit apprendre à quantifier, qui sont les externalités, non pas juste négatives, mais aussi positives. Vous parlez des entreprises, mais effectivement, les entreprises n'ont pas nécessairement bonne presse. Je lis la question. Bonjour, le problème du capitalisme, c'est qu'il n'y a qu'une minorité surpuissante de capitalistes. Comment passer à un capitalisme de tous, ou au moins presque tous, avec plus d'échanges locaux et moins de mondialisation? Le capitalisme, il existe depuis, on va dire, les 150 ans, le vrai capitalisme, depuis la révolution industrielle. Il a impacté la vie de tout le monde, dans les pays où il s'est développé, bien sûr. Et pas seulement de ceux qui ont saisi cette nouvelle manière de travailler que sont les capitalistes créateurs d'entreprises. Il a impliqué l'ensemble des salariés, il a pulvérisé d'ailleurs un mode de vie historique et ancestral dans nos sociétés. Il a aussi apporté, et je pense qu'on ne peut pas le nier, clairement un niveau de confort jamais vu dans la société, alors que le nombre d'êtres humains explosait. Je rappelle qu'il y avait 1 milliard d'êtres humains en 1900, il y en a 7 milliards aujourd'hui. Et si ce système de politique économique, à savoir ce qu'on appelle le capitalisme ou l'économie de marché, qui suppose effectivement la liberté d'entreprendre, une forme de subsidiarité maximale sur l'activité économique ou l'activité de travail. Chacun a le droit de décider de ce qu'il voulait faire. Puis derrière, effectivement, la compétition.
ou l'émulation. Et ce qu'évoque Navi, effectivement, pose question. La compétition poussée à son extrême est sans doute, de mon point de vue, plus détrimentale que productive. Mais l'émulation, celle de faire en sorte que les gens différemment cherchent à progresser, est positive. Il faut trouver donc le bon système de régulation. Moi, je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas imaginé un mode de politique économique qui soit meilleur ou moins mauvais. Ravi nous en propose un, la société consciente, plutôt que capitaliste. Mais il va falloir définir les interactions entre les acteurs de cette société consciente. Elle suppose beaucoup de régulation, me semble-t-il, puisqu'on ne pourra pas se reposer que sur les bonnes volontés, ça sera insuffisant. Le capitalisme connaît déjà des régulations. Code du commerce, code du travail, code de l'environnement. Il n'y a pas de modèle économique que le politique ne régule pas, ne décide pas, ne régule pas et ne maîtrise pas. Primauté de l'économie, primat du politique. Et donc, dans ce capitalisme actionnarial que nous connaissons depuis une trentaine d'années et qui est sans doute la cause des dérives que nous constatons, d'abord sur l'environnement, mais surtout sur les inégalités, il y a des manières, il y a des moyens de changer cela, de faire évoluer ça, avec une régulation plus intelligente. Je prends un exemple, celui de l'environnement. Il y a un principe qui, à tout coup, a marché pour obliger les entreprises à être respectueuses de l'environnement, c'est le principe pollueur-payeur. Celui qui pollue paye. Et il faut que polluer coûte plus cher que ne pas polluer ou dépolluer. C'est la taxe carbone, la redevance carbone. Et si on utilise en plus l'argent prélevé sur les pollueurs pour aider ceux qui dépolluent, on va 2 fois plus vite pour dépolluer. Le jour où dépolluer ou ne pas polluer coûte moins cher que polluer, je peux vous assurer que la logique économique fait que tout le monde dépolluera ou ne polluera plus. Donc il y a des manières de faire en sorte de trouver des voies pour que ce système d'extrême subsidiarité, liberté d'entreprendre, et ça a des vertus, je peux vous assurer, pas n'importe comment, liberté d'entreprendre, liberté régulée d'entreprendre, peut être vertueux. La régulation, ça sert à orienter dans des directions vertueuses les comportements multiples dès lors qu'ils peuvent le respecter. Navi, oui. Justement, on va rebondir sur ce que vient de dire Antoine. Merci pour votre, je lis la question, merci pour votre très intéressante intervention. Dans une société consciente, quels seraient les nouveaux indicateurs de réussite, si ce n'est plus la croissance? Et est-ce que des entreprises ont déjà mis ça en place? En effet, c'est toute la question autour de comment on redéfinit la performance, parce qu'effectivement, dans une société consciente, comme je l'expliquais dans les chakras, il y a aussi l'idée de l'ingéniosité. Donc, finalement, étant quelqu'un qui a travaillé sur le thème de l'innovation depuis plusieurs années, ce que j'ai noté, en fait, beaucoup d'innovation, finalement, c'est une forme de copier-coller, quoi. C'est-à-dire qu'on regarde un concurrent, on se dit finalement, bah, tiens, il y a ce nouveau marché qui se développe, allez-y, on y va, quoi. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment une forme d'ingéniosité, c'est juste une forme d'émulation quelque part, ou plutôt une réaction en fait à une innovation qui a été lancée par un rival. Donc déjà, je pense que avant même de penser à un nouveau indicateur de réussite, on peut déjà envisager comment, même dans le monde d'entreprise, avec les concepts qu'on est familier, par exemple l'innovation, on peut effectivement aboutir à des innovations vraiment de rupture parce qu'effectivement, les gens, on est beaucoup plus en contact avec nous-mêmes. Et donc, on va produire quelque chose qui est vraiment original et aligné avec nos valeurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'exemple des Decathlon est assez parlant pour moi parce que eux, ils ont en fait, depuis 8 ans, dans le cadre de leur culture d'organisation, donc c'est une entreprise libérée, ils ont effectivement appliqué donc, les idées de mon livre sur le Jugaad et donc donné l'autorisation justement à leurs employés de pouvoir innover de façon autonome en sortant quelque part du cadre un peu hiérarchique, structuré des grands groupes.
c'est quand même presque 100 000 employés, vous pouvez imaginer. Et pourtant, ils ont osé ce pari. Et ça aboutit, comme vous le savez très bien, à des innovations extraordinaires, parce que justement, ils n'ont pas cette culture traditionnelle d'innovation avec des grands centres de recherche, développement, etc. Donc, je voulais commencer avec ce remarque, et je crois que ça répond aussi à ce qu'Antoine a dit, c'est qu'effectivement, pour moi, on appelle ça transcender, inclure dans le monde spirituel, c'est-à-dire que c'est pas la société consciente n'est pas en opposition avec la société capitaliste, mais elle essaie de minimiser les effets délétères du capitalisme et garder quelques éléments positifs. Et je suis tout à fait d'accord, je suis effectivement partisan de cette idée effectivement de liberté d'entreprendre. Toute ma vie, depuis mon master en 95, j'étais auto-entrepreneur, avant même le terme devient populaire. Donc je suis pour ces valeurs capitalistes qui permettent justement aux gens d'entreprendre, etc., tout en effectivement minimisant les dérives. Donc effectivement, ça c'est important de savoir, c'est qu'encore une fois, ne soyons pas manichéens en disant qu'on va jeter le bébé avec l'eau de bain, en disant qu'on va laisser tomber tous les indicateurs KPI de l'ancien monde et inventer de nouveaux KPI. Au contraire, on peut retenir des KPI qui sont salutaires et ensuite les augmenter, les complémenter avec d'autres indicateurs. Les autres indicateurs, à mon avis, ce sera des indicateurs qui sont beaucoup plus personnels. Par exemple, là je travaille sur un phénomène, pour vous donner juste une idée, mais c'est terrifiant pour les employeurs. Il y a une nouvelle génération qui se développe aux États-Unis qu'on appelle le FIRE. Ça veut dire Financial Independence, indépendance financière, et retire early. Ils veulent prendre la retraite très tôt. Okay? Il y a toute une gamme de produits qui se développent pour faciliter justement, c'est des formes de compte d'épargne pour venir en retraite à 40 ans. Voilà. Ben, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes employeur? Ça veut dire que finalement, il faut investir dans des indicateurs de réussite pour les jeunes qui consistent non pas je vais faire une carrière pendant 30 ans dans la boîte et donc voilà, c'est ça mon indicateur de réussite. Pour eux, peut-être se dire, bon là, je donne le maximum pour l'entreprise pendant 10 ans, et ensuite, je veux trouver un tremplin pour devenir entrepreneur. Et bien peut-être l'entreprise doit faciliter cette forme de transition à une nouvelle carrière d'entrepreneur, et non pas essayer de retenir tout le temps l'entreprise. Est-ce qu'il faut avant tout changer les normes comptables, c'est-à-dire d'avoir une comptabilité qui prenne en compte pas seulement les soldes financiers, mais aussi l'environnement et le social? Est-ce qu'il faut avant tout changer les modes de rémunération des patrons? Parce qu'effectivement, on voit très bien qu'il y a des rémunérations stratosphériques et ça crée des très grandes tensions sociales. Écoutez, moi, je vais peut-être apporter ma propre expérience. Je crois que mon monde d'après a commencé quand j'ai cessé de compter en tonnes de gaz ou de pétrole vendus ou en nombre de citernes installées pour compter le nombre de ménages que nous avions aidés à économiser de l'énergie. Et finalement, ça illustre le rôle des nouvelles technologies, puisqu'on doit accélérer. Et quelque part, je ne dis pas qu'il n'y a que du bon, mais en tout cas, ce sont des facteurs d'accélération, puisqu'aujourd'hui, on a 100 plateformes chez Économie d'énergie qui ont été consultées par plus de 20 millions de Français, et pourtant on parle pas, voilà, on parle d'efficacité énergétique, hein. Et ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je pense que le pouvoir qu'ont donné les nouvelles technologies aux clients finalement, et la logique parfois de customer to business est plus rapide encore que celle des décideurs. Et je crois que c'est vraiment ces deux logiques qui se rencontrent et qui font qu'on arrive à un équilibre où tout le monde doit trouver son compte, qui n'est pas que financier, puisque l'argent est devenu une condition nécessaire, mais plus suffisante. D'où cette comptabilité qui permet de mesurer finalement comment on aide chacun localement, parce qu'il n'y a pas plus local que du coup les travaux de rénovation énergétique. Et moi, lorsque j'ai cédé l'entreprise, qu'on a démarré de zéro et qui est passé donc de zéro à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et à 350 jeunes salariés venant de tout type de cursus, à la Poste, au groupe comme la Poste, c'est vraiment pour accélérer cela, puisque depuis, c'est la plus vieille entreprise de France, donc depuis des dizaines et des dizaines d'années, la Poste a créé ce rapport de confiance avec chaque citoyen sur le territoire pour précisément pouvoir l'aider à améliorer son logement. On a vu d'ailleurs un des enfants dire une maison sur sa tête, et je crois que c'est extrêmement important cette idée de shelter et de remplir les besoins basiques, fondamentaux de chaque être humain. Antoine, j'ai une question juste en passant, parce que ça va dans le sens que vous allez peut-être dire. Comment est-ce que vous envisagez de concilier croissance de Veolia et nécessaire décroissance de l'économie?
nécessaire décroissance de l'économie, croissance de Veolia et décroissance. Je vais répondre à cette question, mais je ne suis pas d'accord sur la décroissance de l'économie. Mais d'abord, je voudrais revenir sur la question du référentiel que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous disiez, on aura besoin d'un nouveau système comptable. Je pense clairement qu'on a besoin d'un nouveau référentiel pour mesurer la performance des actions des entreprises. Dès lors qu'on part, comme moi, du principe qu'une entreprise a des objectifs multiples, pluriels, vis-à-vis de ses différentes parties prenantes, bien sûr ses actionnaires, et ça se compte en euros, ses salariés, ça peut se compter en heures de formation, en niveau d'accidentologie du travail, en féminisation du personnel, que ce soit vis-à-vis des clients, en matière de taux de satisfaction de ces clients, pour la planète, avec tous les indicateurs de pollution ou de consommation de matières premières imaginables, ou vis-à-vis de la société au sens large, effectivement, une entreprise doit chercher à optimiser une résultante de l'ensemble de ces dimensions. Et pour ce faire, et pour mesurer si elle progresse bien, pour d'ailleurs mesurer si elle relève les défis qu'elle se donne à elle-même, pour pouvoir, pour les observateurs, dire telle ou telle entreprise a bien performé, entre guillemets, il nous faut des outils de mesure. Ces outils de mesure n'existent pas. On a les outils de mesure financiers, ça c'est clair, et ils sont maintenant raffinés depuis longtemps, solides, ils sont partagés par le monde entier. Pour les autres dimensions de la performance, chacun y va de l'invention de son référentiel. Ils changent tous les ans et ne permettent pas à ceux qui observent de pouvoir s'y retrouver d'une année sur l'autre ou entre les entreprises. J'appelle de mes voeux l'Union européenne, car je pense que c'est sans doute aujourd'hui le bon niveau pour nous de bâtir des référentiels de performance multidimensionnels pour les entreprises sur toutes ces dimensions. Elles ne viseront pas toutes à avoir un impact sur toutes les dimensions, mais nécessairement elles doivent viser à avoir un impact sur plusieurs d'entre elles. Et donc c'est comme ça qu'on arrivera progressivement à faire progresser. Les référentiels, ils évolueront aussi, hein. On n'aura peut-être pas le bon tout de suite, mais au moins, et là aussi, primauté de l'économie, primat du politique. C'est au niveau politique qu'on doit définir la performance d'un système de politique économique qui est pour moi le capitalisme rénové, et qu'il nous faut donc un référentiel. Maintenant, revenons à votre question. Rappelez-la moi. La question, c'est comment concilier la croissance de Veolia et la nécessaire décroissance de l'économie? Alors, je ne suis pas d'accord sur la nécessaire décroissance de l'économie. Encore une fois, vivre, travailler, produire des biens et des services raisonnablement, proprement, ce n'est pas nécessairement faire décroître l'activité. J'ai utilisé tout à l'heure le terme de taxe ou de redevance pollution pour la redevance carbone. Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'eau, il y a 40 ans, un peu plus, 45 ans, j'ai participé aux campagnes de mesure des types de poissons dans la Seine en été à Paris. À cette époque-là, la Seine était tellement polluée qu'il n'y avait plus que 3 sortes de poissons dans l'été. Le système pollueur-payeur s'est mis en place. Pollueur-payeur, dépollueur aidé. Et ce système a obligé les pollueurs, et notamment les industriels et les villes, à dépolluer parce que ça leur coûtait plus cher de ne pas dépolluer que de dépolluer. Aujourd'hui, il y a 45 sortes de poissons dans la Seine en été, à l'étiage. On a donc progressé. Et on n'a pas forcément décru pour cela. Alors, maintenant, je reviens sur la première partie de votre question. Quel est le moteur de croissance de Veolia ? Veolia, son projet, c'est d'imaginer et de mettre en place les solutions pour la transformation écologique du monde et notamment de ses clients, les villes et les industriels. C'est-à-dire des solutions de traitement de toutes les pollutions les plus difficiles et des solutions pour faire face à la rareté des matières premières, c'est-à-dire clairement du recyclage de tout ce qui a déjà été utilisé une ou plusieurs fois. Des solutions, je vous l'ai dit, il en existe à peu près une moitié de ce qu'on utilisera demain, il reste à trouver l'autre moitié. Et c'est de ce besoin-là
qui se transformera en demande, avec la régulation environnementale qui se met en place dans tous les pays du monde et qui progresse et qui contraint de plus en plus les acteurs à travailler proprement ou à vivre proprement, que la croissance de l'entreprise, son activité viendra. Et c'est également l'objet du rapprochement entre Veolia et Suez. Merci. Il est 10h16. Il y a plein de questions, malheureusement, que j'ai essayé de faire votre porte-parole. Je vais quand même préciser sur le plan de comptabilité. Il y a quelque chose qui commence aux États-Unis. Peut-être Antoine pourra confirmer ça. Qui parle du modèle CARE. C'est le fait que j'ai commencé à travailler avec des rating agencies. Je ne citerai pas les noms, mais en fait, l'idée, c'est l'agence notation. Voilà, l'agence notation. C'est en fait comment augmenter l'attractivité de l'entreprise, justement, en fonction de sa performance triple génération, c'est-à-dire justement aller au-delà de ESG, qui est aujourd'hui la norme pour mesurer la performance sociale et environnementale, parce qu'après avoir lu mon article qui est paru dans Sloan Manager Review sur l'économie frugale, j'ai eu pas mal de discussions récemment justement avec ces agences de notation pour voir justement est-ce qu'on ne peut pas mettre la barre plus haute. Et donc quelque part, ça aussi, ça peut être une incitation pour les entreprises. Parce qu'on sait déjà qu'il y a des fonds de pension qui commencent à délaisser les entreprises. Voilà, donc l'inverse peut aussi se passer. En France, on a l'Institut du capitalisme responsable avec la pensée intégrée, l'integrated thinking, qui commence au moins à préfigurer l'ensemble de ces éléments à prendre en compte ensemble. Bon, malheureusement, on est tous très frustrés parce qu'on aimerait bien pouvoir continuer cette discussion. Mais il est 10h18, on a déjà dépassé de 3 minutes. Si on commence le salon en accumulant le retard, ça pourrait être très gênant. Merci beaucoup à chacun des trois intervenants. Et merci